Merci d'abord à la filière pour cette invitation, pour cette superbe journée. Quand on m'a demandé il y a quelques mois de faire ce topo, j'avais répondu qu'il me semblait qu'il n'y aurait pas beaucoup de données en janvier 2022 et j'étais un peu pessimiste, mais il y a quelques études qui ont permis d'ouvrir effectivement la vaccination aux enfants et aux adolescents. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de discussions sur cette vaccination, pourquoi vacciner les enfants, et l'HAS en décembre 2021, il s'agissait des petits-enfants, a conclu un rapport bénéfice-risque favorable sur le plan individuel, puisque c'était la question compte tenu du fait que les enfants font peu de formes graves. Il y a eu des réflexions des sociétés savantes, du Conseil national d'éthique et du Conseil d'orientation de la politique vaccinale pour aller dans ce sens, donc de l'autorisation du vaccin d'abord aux adolescents il y a quelques mois, puis aux enfants de 5-11 ans depuis le mois de septembre. Donc, la population concernée de 5-18 ans, ça doit être 12 à 13 millions d'enfants. En France, il y avait plus de 4000 hospitalisations chez les moins de 18 ans, 740 admissions en soins critiques, 3 décès en France, et les chiffres de décembre 2021 aux États-Unis, c'est 720 décès avant 18 ans. Donc, certes, il y a beaucoup moins de formes sévères, mais ces formes existent. Et donc, la décision de vacciner les jeunes enfants a été prise dans le contexte de circulation majoritaire du vaccin Delta, avec une augmentation très, très nette de ce virus chez les enfants, que ce soit les jeunes ou les adolescents, une augmentation de l'incidence des hospitalisations. Depuis juillet 2021, les services de pédiatrie sont actuellement totalement débordés, notamment par des patients Covid, alors symptomatiques ou non. Et bien sûr, on n'a actuellement pas de données sur l'Omicron dans ces populations jeunes. Alors, pourquoi vacciner les enfants et les adolescents? La principale cause, finalement, en termes de bénéfices individuels directs, c'était la prévention des PIMS, ces maladies inflammatoires sévères dont a parlé Alexandre initialement, avec, vous voyez, presque 8 à 900 cas déclarés à fin décembre 2021, et éventuellement de diminuer le Covid long chez l'adolescent, mais cette entité est plus que controversée. Et puis, les pédiatres ont été très attentifs à toutes les conséquences indirectes du Covid, la déscolarisation depuis 2 ans, l'irrégularité de la scolarisation a entraîné des catastrophes dans un grand nombre de populations, tant en termes d'inégalité sociale, conséquences économiques, retard des acquisitions. Les services d'urgence pédiatrique et d'hospitalisation pédiatrique sont absolument débordés de pathologies pédopsychiatriques des adolescents, beaucoup d'adolescents suicidants et beaucoup d'adolescents en détresse. Donc, c'est un problème majeur. Et puis, dans les populations à risque, on a bien montré que, notamment, le confinement avait accru le risque de sévices. Donc, c'est dans ce contexte-là que s'est posée la question de la vaccination. Donc, en fait, il y a assez peu d'études. Il y a 2 études chez les 12-16 ans, 12-17 ans, qui ont permis de l'autorisation de la vaccination, d'abord aux États-Unis, puis ailleurs, chez les adolescents. Donc, la publication Princeps, c'est celle du New England 2021 de l'équipe de Frank. C'était une étude donc, qui, comme beaucoup, étudiait la réponse sérologique et l'efficacité en termes de prévention des hospitalisations et des formes graves. Donc, c'était une grande étude, 1100 patients qui avaient eu 2 doses à 30 microgrammes versus une population équivalente qui a reçu du placebo. Et donc, dans toutes ces études pédiatriques, on compare le taux d'anticorps neutralisants AM1 par rapport à la classe d'âge précédente. Et donc, le taux d'anticorps neutralisants était non inférieur à la population de 16-25 ans étudiée. Donc, toutes ces études sont faites avec le bassin Pfizer-BioNTech. Dans cette étude, efficacité de 100%, ça devait être avec le virus alpha majoritaire. Et toutes ces études ont un suivi assez court, un petit peu plus de 4 mois. Deuxième étude du New England, toujours une étude randomisée qui comportait une petite population de 2000 patients de 12-15 ans, avec les mêmes chiffres d'une efficacité presque de 100% pour la prévention des formes sévères et un suivi à 6 mois. Donc, avec ces études, l'autorisation de vacciner les adolescents a été accordée. Et puis, donc, il y a une étude qui est parue cette semaine dans le New England, qui est intéressante parce que c'est une étude de la vraie vie, parce qu'elle comporte des populations un peu différentes des essais contrôlés.
une étude américaine qui a recueilli les cas d'adolescents hospitalisés dans les derniers mois dans une trentaine d'hôpitaux américains, majoritairement dans le sud des États-Unis, avec donc 445 adolescents qui étaient atteints de Covid, versus presque 800 contrôles. Alors, les contrôles étaient considérés comme des patients qui avaient des symptômes de Covid, mais pas de preuves virologiques ni sérologiques, des patients totalement indemnes de Covid. Donc, c'est intéressant parce que la population est un peu différente, avec 3/4 de comorbidité, que ce soit diabète, obésité, asthme, immunodépression, etc., et comportait 50% de population de Noirs américains et d'Hispaniques, ce qui est sans doute un peu différent des populations dans les essais cliniques. Et là, on retrouve une efficacité extrêmement bonne, 90% de prévention contre une hospitalisation en unité de soins intensifs en réanimation. Donc là, ici, vous voyez un petit peu plus précisément ces chiffres qui sont quand même assez impressionnants par rapport à l'admission en soins intensifs ou en réanimation de un patient ici, 178, 126 ici, avec des pourcentages qui sont très, très significatifs. 3% des patients avaient besoin d'une oxygénation extracorporelle contre 0 chez les complètement vaccinés ou partiellement vaccinés, aucun mort et 7 morts ici. Donc, même en dehors d'essais, cette efficacité reste la même. Alors après, si on est descendu dans la classe d'âge, une étude 5-11 ans, pareil, randomisée, avec une dose un peu moindre de 10 gamma, 2 injections. Donc, même conclusion, les anticorps neutralisants AM1 sont identiques à ceux qu'on retrouvait dans la population d'âge précédente, avec une bonne prévention des infections de plus de 90%. Alors, la question est essentielle étant, est-ce que la vaccination prévient les PIMS? Alexandre a un peu parlé de cette publication de François Engoulevent avec les données françaises. Donc, qui a étudié des patients en septembre-octobre 2021, des adolescents qui avaient reçu en majorité le Pfizer-BioNTech, donc peu de temps après l'autorisation des vaccinations des adolescents. Et là encore, il n'y avait aucun PIMS parmi les patients qui avaient été complètement vaccinés versus 33 adolescents qui ont eu des PIMS et qui n'avaient pas de vaccination complète. Alors, juste un mot sur la tolérance. Il y a eu de nombreuses bases de données de tolérance. La tolérance est identique chez l'adolescent, il n'y a aucune donnée chez le jeune enfant, bien sûr, que chez l'adulte, avec une excellente tolérance et comme principaux effets secondaires sévères, des myocardites qui surviennent surtout chez le garçon, surtout après la deuxième dose, avec un âge médian de 16 ans, qui sont toutes d'évolution favorable, un tout petit nombre de réactions anaphylactiques. Et dans cette base américaine, 3 décès 5-12 ans, 14 décès 12-17 ans, qui a priori n'ont pas été considérés comme imputables à la vaccination. Alors, juste un mot là, parce qu'Alexandre en a déjà parlé, donc de cette possible complication après la vaccination chez les enfants et chez les adultes. Ça a été aussi rapporté chez les adultes de ce qu'on a appelé une réaction hyper-inflammatoire après vaccination. Il y a eu quelques cas de ces réactions qui ont été décrits dans la littérature. Alors, les critères stricto sensu et les critères, ces patients répondent aux critères de PIMS, mais bon, pour des raisons évidentes, je pense qu'il faut les appeler un peu différemment, d'autant plus que ça semble une population, des mécanismes un peu hétérogènes. Donc, l'ANSM, 9 cas ont été rapportés chez des enfants de 12-17 ans entre juin 2021 et actuellement, donc avec une incidence environ de 1 pour 1 million de doses, qui est donc 100 fois moindre que l'incidence des PIMS dans la même classe d'âge. Voilà, donc en conclusion, la vaccination chez l'adolescent semble tout à fait efficace et bien tolérée avec les mêmes données que chez l'adulte. Il n'y a pas tellement de raison qu'il en soit différemment. Il doit certainement en être de même pour la vaccination chez les jeunes enfants, même si on n'a encore pas énormément de données. La principale question qui se pose maintenant actuellement, c'est est-ce qu'on va vacciner les enfants qui ont fait un PIMS? C'est fait dans un certain nombre de pays européens. Et donc, nous allons y réfléchir prochainement. La 3e dose chez les adolescents devrait bientôt arriver. Bon, les données sur l'Omicron, on n'en a pas beaucoup, mais ça, ce n'est pas propre aux enfants. Et la durée de protection chez ces adolescents qui ont un système immunitaire a priori vigoureux. Et je vous remercie pour votre attention.